Mon nom est Pierre Tourangeau. J'agis actuellement comme consultant, expert en éthique journalistique. Après avoir été pendant 40 ans journaliste de terrain en investigation, en économie, en politique, j'ai aussi dirigé des salles de nouvelles, tant à la presse canadienne qu'à Radio-Canada. Les 5 dernières années de ma carrière ont été consacrées au poste d'ombudsman à Radio-Canada, qui me permettait de recevoir les plaintes du public à l'égard de la pratique journalistique de Radio-Canada. Comme ombudsman de Radio-Canada, j'ai souvent répondu à des plaignants qui protestaient contre le fait qu'on avait fait un reportage les impliquant ou sur eux ou sur le crime dont elles avaient fait l'objet. La question n'est pas tant de savoir si tout doit être médiatisé, mais si tout peut être médiatisé. Et dans une société démocratique, effectivement, tout peut être médiatisé. Ce qui est important, c'est que les victimes d'actes criminels ou que le public en général soient conscients des règles d'éthique que doivent appliquer les journalistes lorsqu'ils sollicitent une entrevue auprès d'eux ou lorsqu'ils se présentent chez une victime ou chez un témoin d'un acte criminel. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent refuser? Comment doit se comporter le journaliste à leur égard? Et s'ils ne sont pas contents du résultat, comment ils peuvent se plaindre? Il arrive que certains événements, parce qu'ils sont particulièrement dramatiques ou troublants, je pense à des crimes de masse, comme on a connu à Toronto récemment, ou à des suicides de personnalités notoires, connues, peuvent avoir des répercussions lorsqu'on a une couverture qui est très intensive de ces événements-là. Il faut faire attention quand on est journaliste sur la façon dont on rapporte les suicides. On le sait depuis longtemps, les études démontrent qu'il ne faut pas, par exemple, expliquer comment la personne s'est enlevée la vie. Mais il serait erroné de penser qu'on doit absolument mettre une chape de plomb sur le phénomène du suicide. Au contraire, il faut en parler, et il faut en parler correctement. De la même façon, sur les crimes de masse, on est de plus en plus conscient dans la sphère journalistique et dans les champs de la psychologie et de la criminologie qu'il serait peut-être intéressant de taire, de laisser dans l'anonymat les auteurs de ces crimes-là particulièrement odieux, parce que c'est justement ce qu'ils recherchent, la notoriété. Rien n'empêche de couvrir tout le reste et de donner toute la place aux victimes, comme on le fait très souvent après coup. Mais il faudrait vraiment faire un effort pour penser ou réussir à trouver une espèce de consensus sur le fait de ne pas nommer dans les médias les auteurs de ces actes criminels. Il faut bien comprendre que l'exercice de la démocratie repose beaucoup, je dirais même de façon essentielle, sur la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de presse, qui sont des libertés fondamentales garanties par les chartes. Et c'est pas pour rien. Si il n'y avait pas de liberté de presse, comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, observer le système judiciaire en fonctionnement? Comment pourrait-on savoir si les politiciens font bien leur travail? Comment pourrait-on savoir si la justice a vraiment été rendue par les tribunaux et si elle l'a été correctement? Donc, il y a des avantages à couvrir les actualités judiciaires, ne serait-ce que par souci de transparence, on puisse voir comment s'exerce la justice. Les inconvénients, c'est évidemment que les gens qui sont soumis à l'exercice de la justice sont exposés publiquement. Les criminels, bien sûr, mais aussi les victimes et parfois les témoins qui ne souhaitent pas nécessairement que leur identité soit révélée. L'important, c'est que les médias soient responsables lorsqu'ils couvrent les actualités judiciaires. Il reste que les journalistes ont un devoir de réserve, de retenue, et qu'ils peuvent, par exemple, décider de ne pas nommer un témoin s'ils considèrent qu'il est trop fragile et que son identité n'apporte rien de plus à la couverture du procès. La plupart des grands médias, les médias reconnus, les médias comme la presse, Radio-Canada, Le Devoir, La Gazette, ont des codes d'éthique. Ils imposent à leurs journalistes des normes de pratique journalistique. Souvent, ils en ont même plusieurs, dans la mesure où, en plus du leur, ils doivent obéir à celui du Conseil de presse du Québec parce qu'ils sont membres du Conseil de presse, ou que leurs journalistes répondent aussi aux exigences de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, dont ils sont membres. Toutefois, il faut bien comprendre que tout le monde sur les ondes ou dans l'espace public, on le voit très bien avec les médias sociaux, ne sont pas journalistes et donc ne doivent pas nécessairement obéir à des règles d'éthique comme on vient de voir pour ces médias-là.
J'ai souvent dû traiter des plaintes de personnes qui se plaignaient de ce que des reportages qu'ils avaient entendus et qui les concernaient étaient différents de la réalité. En fait, ils avaient souvent raison, parce que les journalistes, il faut bien comprendre, ne sont pas des spécialistes de tout et ne connaissent pas souvent aussi intimement que les gens concernés la situation qu'ils décrivent. La même chose dans les cas d'actes criminels, évidemment. Une victime connaît souvent mieux le crime qui est relaté par le journaliste que le journaliste lui-même. Cela dit, les gens eux-mêmes qui sont l'objet de reportages voient la réalité ou reçoivent le reportage à travers le prisme de leurs propres valeurs, morales, idéologie, religion, croyance ou peu importe. Et ça change la façon dont ils perçoivent la réalité ou l'information qui leur est livrée. Il faut toujours comprendre qu'on n'est jamais impartial quand on reçoit une information. On l'interprète toujours et on la reçoit toujours à travers ses propres valeurs. On peut parfois avoir l'impression que les criminels sont mieux couverts que les victimes de leurs crimes. C'est particulièrement vrai quand le crime est sordide ou qu'il est très spectaculaire. Je pense encore une fois au crime de masse comme celui de la Mosquée de Québec ou de celui de Toronto avec le camion bélier. Ces choses-là arrivent, mais il faut bien comprendre qu'au tout début d'une couverture médiatique, c'est ce qui intéresse les gens et c'est ce qui intéresse et ce qui est intérêt public de savoir qui a commis ce crime. Par contre, si on observe bien la couverture médiatique de ces événements-là, on se rend compte très vite que la couverture se tourne vers les victimes de ces actes-là et pendant un long moment, pendant plusieurs jours. L'autre aspect de ce phénomène, c'est qu'on ne connaît pas au début l'identité des victimes et que ça prend un certain temps avant de pouvoir cerner le phénomène des victimes. L'identité même des victimes n'est pas connue, ça prend souvent du temps. Et d'autre part, les victimes elles-mêmes ne veulent pas toujours être connues et identifiées. Cela dit, je pense que par expérience, pour en avoir vu plusieurs, on accorde plus d'importance aux victimes d'actes criminels qu'aux criminels eux-mêmes. La plupart des journalistes judiciaires ou qui couvrent le fait divers que j'ai connus dans ma carrière se sont toujours fait un point d'honneur de respecter les témoins ou les victimes ou les gens qu'ils sollicitaient pour des entrevues. Il faut démontrer une grande ouverture quand on travaille avec les sentiments, avec les drames des gens. Et je pense que si on voulait améliorer la couverture judiciaire ou la couverture des actes criminels, il faudrait étendre la formation à tous les journalistes des salles de rédaction, car ce ne sont pas toujours les journalistes spécialisés qui couvrent ce genre de phénomène. Et donc, une formation continue sur la question des règles à respecter quand vient le temps d'aborder des victimes d'actes criminels, comment on se comporte lorsqu'on sollicite une entrevue d'un témoin de ces crimes-là ou d'un proche d'une victime. Et je pense que ça contribuerait grandement à améliorer, en tout cas, la perception qu'ont les journalistes eux-mêmes de précautions qu'ils doivent utiliser quand ils font ce genre de reportage.